Salut tout le monde et quel plaisir de vous retrouver encore une fois depuis Marrakech. Pour cet épisode, un invité pas comme les autres, puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Saïd Termaoui. Et ben voilà, je suis de retour et je ne suis pas seul, comme promis. Je suis en super bonne compagnie parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et j'ai le plaisir d'accueillir une étoile marocaine qui brille au firmament du cinéma international. Un acteur à la carrière impressionnante et surtout un visage familier des grands films. Un vrai ambassadeur de notre chère culture marocaine. Mesdames et messieurs, nous accueillons aujourd'hui Saïd Termaoui. Bonjour Saïd. Bonjour, salam alaikum. Merci encore d'accepter notre invitation et quel plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invité. Franchement, je sais que tu es super sollicité. Je te remercie de nous consacrer vraiment quelques minutes de ton précieux temps. Et en même temps, je sais que j'ai plein de questions pour toi, mais j'ai dû vraiment faire une petite sélection pour un 26 minutes. Mais tout d'abord, ta présence ici, à Marrakech, et justement pendant ce festival international du film que tu connais si bien, je te laisse d'abord nous donner tes impressions par rapport à cet événement en tant que Marocain et en tant qu'acteur. Alors, par où commencer? Déjà, ça fait près de 15 ans que je ne suis pas venu au festival. Et par contre, j'ai vu naître le festival. C'est ça. On est à la 22e édition. Absolument. Déjà. 22 ans déjà, masha'Allah. Et que tu connais depuis le début. Oui, j'ai vu naître puisque j'étais à la base avec Daniel Toscan-Duplantier à l'époque et Louise Amorin, l'équipe de base qui avait apporté tout cela à Sa Majesté à l'époque. Et j'ai participé donc aux premières éditions. Et puis j'ai vu l'évolution, tout doucement, tout doucement. Et aujourd'hui, revenir après 15 ans, puisque j'avais reçu un hommage en 2011. Et revenir là, passer vraiment invité, rester pendant toute la durée du festival. Ah, regarde, c'est incroyable l'évolution, quoi. L'organisation, les invités qui sont passés par là en 22 ans, c'est impressionnant. On a vraiment eu la chance de recevoir tout ce qui se fait de mieux dans le cinéma, que ce soit populaire, hollywoodien, ou film d'auteur, ou même du monde arabe ou africain. Hollywood, voilà, c'est impressionnant. Et en plus, c'est même pas un marché du film, quoi. C'est vraiment... Et c'est devenu comme une vitrine. C'est peut-être une des vitrines les plus importantes aujourd'hui de notre pays, hein. Vous savez, le tourisme au Maroc, c'est quelque chose de très important. Et ça permet de montrer toutes les facettes de notre culture aux yeux du monde, au niveau international, etc. Mais vraiment bluffé sur les sponsors, sur le palais des congrès, les hôtels, les voitures, l'organisation elle-même, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ça. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc il y a plutôt une évolution très, très, très positive. T'en parles autour de toi, à Los Angeles par exemple, avec des acteurs. Est-ce que ça parle de ce festival? Mais bien sûr, mais d'abord je pense que les acteurs eux-mêmes, quand ils sont invités, ils sont tellement bien reçus. Tu sais, il y a un truc au Maroc qui est extraordinaire, c'est l'hospitalité. Ça fait partie de la culture et la tradition marocaine. Donc je pense qu'il n'y a personne, même quand il vient au Maroc, même en vacances, qui ne peut pas repartir sans parler un peu de cette gentillesse, de cette culture, que ce soit la cuisine, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la gentillesse, que ce soit le bien-être avec les hammams, les massages. Enfin tout ça, quoi. Le climat, le soleil, le service. La qualité des fruits, des légumes. Non, c'est vraiment incroyable. Donc je pense que d'abord le festival, il fait sa promotion tout seul. Ensuite, quand tu vois les sponsors et les partenaires, que ce soit les TV5, les chaînes de télévision européennes, j'ai vu des Allemands, j'ai vu des Anglais, j'ai vu des Français, j'ai vu des Espagnols. C'est incroyable. Tu sais, à un moment donné, c'est une petite boule de neige qui devient une avalanche. Absolument. Et c'est plutôt excitant. Et puis ça aussi, ça structure le cinéma marocain. C'est-à-dire que à travers le CCM, à travers tous les jeunes talents, les scénaristes, les réalisateurs, les techniciens, les acteurs, les actrices, ils ont trouvé la juste mesure. Parce que Hollywood et puis le cinéma international, c'est très très bien. Mais si on se sert de ça pour éclairer aussi les artistes marocains, bah alors là, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Donc, alhamdoulilah, masha'Allah, je dirais. C'est ça la valeur ajoutée de ce festival. Ouais. C'est vrai, bon, il n'y a pas que le côté tapis rouge, paillettes et strass, mais il y a aussi donc, de belles opportunités aussi pour les cinéastes marocains, que ce soit acteurs. Le cinéma, c'est un métier de rencontre. Absolument. Et un festival comme ça permet aux gens de se rencontrer, aux talents de se rencontrer. Maintenant, tu regardes la programmation, c'est dans toute la ville.
il y en a pour le peuple, il y en a pour le populaire, il y en a pour les vrais, j'ai envie de dire, cinéphiles, il y en a pour les amateurs, il y en a pour le grand public, il y en a pour les aficionados, il y en a pour tout le monde. Et c'est sur toute la ville, c'est étalé du musée Yves Saint-Laurent, en passant par Jemaa el-Fna, en passant par le Palais des Congrès, la Mamounia, enfin les plus grands hôtels, les hôtels les plus humbles. Tout le monde a sa part. Et il y a brille et se sert un peu de cette vitrine et cette plateforme qui est devenue le festival de Marrakech. Peut-être le festival africain le plus important aujourd'hui. Absolument. Ouais, de par son organisation, par ça a duré maintenant 22 ans, et puis surtout de par sa programmation et des invités. Incroyable. Je rebondis sur le mot que tu as utilisé, rencontre, en fait. Parce que j'ai bien l'impression que ta carrière aussi, elle est basée sur ça. Donc, rencontre. On connaît tous tes débuts, on ne va pas bien sûr y revenir. Donc, tes débuts en France, le film La Haine, qui est devenu d'ailleurs un film culte, un film classique, où tu as démarré, où le grand public t'a vraiment découvert. Mais est-ce que tu peux dire que c'est vraiment le fruit de rencontres, ce bond que tu as fait, cette carrière qui a évolué à Hollywood? Je crois que la vie, en elle-même, c'est une histoire de rencontre. Tu rencontres quelqu'un qui te fait rebondir et rencontrer quelqu'un d'autre, qui va te faire rencontrer quelqu'un d'autre, et c'est un cheminement. Donc je pense que la vie, peut-être même une des meilleures définitions de la vie, c'est une histoire de rencontre. Tout particulièrement dans le cinéma, parce que c'est un petit microcosme, mais les gens sont des passionnés. Si t'as pas de passion dans ce métier, là, tu vas rien faire. C'est ça. Donc la passion et la patience. Et donc après, de fil en aiguille, une expérience amène une autre, et qui amène une autre, qui amène une autre, et puis à la fin, tu crées une espèce de famille, et tu te retrouves à graver sur la pellicule à vitam aeternam. Et en même temps, encore faut-il saisir l'opportunité qui se présente à toi. Encore faut-il l'avoir mérité. Oui, et tout ce qui se mérite, il faut travailler derrière. Il faut travailler. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez toi. C'est que t'es un bosseur, en fait. J'ai vu une interview de toi, j'ai adoré ce que tu as dit. Tout ce que j'ai, tu as dit, est le fruit de longues heures de travail et de sacrifice. Ça, c'est la partie que les gens ne voient pas. Hier soir, au Palais des Congrès, il y a eu donc un hommage rendu à cette actrice marocaine formidable. Raouia. Voilà, Raouia, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur Djinn. Et je voyais donc cet hommage avec la rétrospective de ses photos, de ses films. Alors c'était touchant comme ça, parce que ça prenait, je sais pas moi, une dizaine, quinzaine de minutes, et c'était vraiment bouleversant. Mais moi, je sais ce qu'il y a derrière. Les attentes, les doutes, les galères. Donc, tu sais, il y a une partie de ce métier qui est comme un iceberg. La plus grosse partie, on la voit pas aller en dessous. Donc, si t'es pas armé littéralement de patience, de passion, tu vas pas faire grand-chose. Et donc, c'est assez touchant. Donc oui, le travail, la discipline, la rigueur, c'est ça qui fait que tu arrives à te démultiplier. Moi, je parlais pas l'anglais, par exemple. Ouais. Quand moi j'ai commencé ma carrière internationale, pourtant j'ai pas été à l'école. Je suis un autodidacte. Donc j'ai appris, j'ai travaillé, je me suis ouvert et puis je me suis confronté. Et puis ensuite, de fil en aiguille, un projet appelle un autre, etc. Mais oui, c'est une évidence que derrière les paillettes, derrière la lumière, derrière la magie de l'écran, du cinéma et du film terminé, c'est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Et beaucoup de discipline, quoi, c'est clair. Surtout parce que, tu sais, c'est aussi des métiers d'instabilité. Et c'est très incertain, on ne sait pas quand est-ce qu'on va refaire un film. C'est pas une science exacte. Absolument. Tu sais, le désir, c'est un métier qui est basé sur le désir des metteurs en scène, sur le désir des autres. C'est pas un CDI, quoi. Non. Ouais. Donc, un coup tu travailles, un coup tu travailles pas. Un coup tu es à deux doigts de changer ta vie avec ce rôle, et puis finalement, c'est pas toi qui vas l'avoir. Donc c'est très perturbant. C'est très déstabilisant. C'est très déséquilibrant. Et comment trouver l'équilibre dans le déséquilibre? Comment trouver la stabilité dans l'instabilité permanente? C'est ça. C'est un art et ça fait partie de notre métier. Mais je pense que toi, tu t'es bien armé. Parce que pour un boxeur professionnel, parce que c'était ça en fait, tu te voyais en tant que champion de boxe. Et ça t'apprend une discipline, j'imagine, à encaisser. C'est des métiers, quand tu parles d'instabilité, donc automatiquement, il faut trouver cette stabilité, il faut la créer. Ah ouais. Et comment tu l'as fait? Moi, j'ai le sport qui m'a vraiment sauvé de plein de choses. En l'occurrence, j'ai commencé la boxe très très tôt et j'avais vraiment envie de devenir champion. Ouais, ouais. D'ailleurs, je bosse avec plein de boxeurs, je travaille avec les boxeurs, je m'entraîne avec eux. Tu manages des boxeurs aussi? Ah oui, j'ai une relation particulière avec la boxe.
Et donc, ça m'a permis de garder une colonne vertébrale, effectivement, parce que c'est vrai qu'encore une fois, qui dit instabilité, dit automatiquement faille. C'est la faille humaine, et donc t'es plutôt... Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas cette force. Mais quand tu arrives justement à trouver cet équilibre dans le déséquilibre, alors tu commences à construire. Mais c'est pas simple, hein. Il faut de la volonté, il faut de l'ambition, il faut aussi se projeter. Ouais, il faut avoir vraiment envie, quoi. Est-ce qu'il faut avoir faim, entre guillemets? Ben, bien sûr qu'il faut avoir faim. C'est un truc de compétition aussi. Ouais. Tu vois, mais c'est une compétition plutôt saine, quand c'est fair play. Mais quand, je sais pas moi, pour un rôle, il reste 3 personnes et que vous êtes 3 à faire les essais, etc., et que ce rôle peut changer ta vie, et puis finalement vous êtes plus que 2, et puis à la fin il n'en reste plus qu'un, alors toi t'es le deuxième dont personne va jamais entendre parler. Exactement. Mais t'étais à un doigt de faire le truc. Ouais. Donc il faut avaler tout ça, il faut digérer, et puis prendre son mal en patience, faire preuve de grande humilité, et repartir au travail. Comme si de rien n'était, comme si t'étais pas arrivé deuxième. Donc t'as tenté, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Ouais, c'est un travail de longue haleine, un travail de remise en question et de culture générale. C'est un travail où il faut continuer d'apprendre, de se cultiver, de voyager, d'être curieux. Ça passe par les musées, ça passe par la littérature, ça passe par l'art en général. C'est toute une salade de fruits, mon ami. Non, mais c'est ça, parce que moi j'ai l'impression, en général, on dit, oui, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. J'ai l'impression que Saïd Taghmaoui est quelqu'un qui sait ce qu'il veut pas, en fait. Et corrige-moi si je me trompe. Ben, c'est un peu des deux, quoi. C'est-à-dire que tu te forges en chemin, quoi. Tu trouves ton identité au fur et à mesure, ouais. Parce que tu fais des erreurs, et c'est en faisant ces erreurs-là que tu analyses. Bon, alors, il y a un truc qui dit que si tu te fais mordre 2 fois par la même vipère, ben, c'est de ta faute. Une fois, c'est pas de ta faute, la deuxième fois, c'est de ta faute. L'erreur, c'est de refaire la même erreur. Voilà, et puis comme tu sais que tu graves sur la pellicule et que c'est pas évident, quoi. Il faut être capable de dire non à certains films, même si c'est bien payé, parce que tu vois, ça donne une direction à ta carrière. Dire oui, et gérer les égos des gens, les réputations, les humeurs, enfin tout ça, c'est pas très simple, quoi. Il y a beaucoup d'égos aussi dans ce milieu. Donc c'est pas simple tous les jours. Mais à la finale, ça vaut le coup. Ouais. C'est un peu comme Dieu. Dieu t'a jamais dit que la vie allait être facile, mais il t'a dit ça vaut le coup. Alors et qu'il faut essayer, qu'il faut tenter. Lève-toi et marche. Et c'est ça en fait. Je reviens aussi au côté culture. Ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, parce que mis à part le fait que je sois animateur de cette émission, moi je suis à titre personnel fan de ce que tu es, fan de ce que tu fais et fan de ce que tu as fait, ce que tu as réussi. Culture, je retiens un livre qui a été le déclic en fait dans ta carrière, histoire de te cultiver, parce que tu as cherché à te cultiver toi-même. Siddhartha. Siddhartha de Hermann Hesse. De Hermann Hesse. Exact, c'est vrai. Ça a été un livre clé dans ta vie, ça. Mais il y a toujours un déclic. Et là, ça a été un livre, comme ça peut être un film, comme ça peut être une rencontre, comme ça peut être une chanson, comme ça peut être je sais pas moi, un poème. Un voyage. C'est le premier livre sans images que tu as lu. C'est le premier livre sans images que je lis et qui parle de la vie, quoi. C'est l'histoire de Bouddha, en fait, tu comprends, et qui passe par toutes les étapes de la vie et qui va comprendre quelles sont les choses essentielles de la vie. Et moi, tu sais, il y a des livres à un certain moment de ta vie qui ont plus d'impact en fonction de ce que tu vis toi à ce moment-là. Tu lis le même livre 3 ans après, c'est pas la même chose. C'est des virages comme ça qu'il faut pas rater. Et c'est là où j'ai compris que la culture, c'était essentiel, quoi. Et que moi, j'avais pas beaucoup été à l'école, mais que je pouvais me rattraper. Tu t'es pas fait pour l'école, en fait. Disons que j'avais pas cette idée-là, quoi. Je pensais pas que c'était aussi essentiel. Et donc, de là, un livre appelle un autre, et puis tu finis par lire toute la bibliothèque. Et surtout de comprendre ce que tu lis, parce que tu sais, tu lis, et puis il y a lire et lire, quoi. Donc quand tu es capable de comprendre ce que tu lis, et que ça a un impact sur toi, alors ça commence à devenir intéressant. Ouais, mais je suis sûr que le système éducatif n'était pas fait pour toi. Parce qu'on dit de toi que tu as toujours été un hyperactif. Oui. Est-ce que c'est vrai? Dans un monde bien trop lent. C'est ça en fait. Tu étais en fait en avance sur ton temps en fait. Tu as toujours été comme ça. Ça fait un peu peur aussi, hein. Tu sais, au début, même ma mère et tout, ils pensaient que j'étais un petit peu habité, tu sais, quand t'es un petit peu différent des autres. Mouskoun. Comme on dit chez nous, ouais. C'est vrai, parce que tu sais, tu poses des questions qu'on pose pas, t'es pas dans la même position. Tu vois, c'est pas évident, quoi, quand t'es hyperactif, quand t'es jeune, c'est perturbant pour tes parents, pour les gens, etc. Et puis, il n'y avait pas de médicaments par rapport à cela, donc tu sais pas où ça agit. Donc le sport, ça a été important. Et puis après, dès que j'ai pris la passion du cinéma, je savais
que n'ayant pas été à l'école, que je pouvais me rattraper avec justement les musées, avec la lecture, avec la littérature, et qu'il y avait cette dimension autodidacte qui était importante. Puis de là, je te dis, tu sais, j'ai même fait un film, moi, sur Mohamed Choukri. Voilà un exemple marocain extraordinaire d'un autodidacte qui avait écrit le Khobz al-Hafi. Le pain nu. Le pain nu. Et d'ailleurs, on en a fait un film avec une production italienne où j'ai eu la chance de jouer Mohamed Choukri. Et c'est un monsieur qui part de rien, de la misère la plus noire, à l'époque de Tanger, où c'était très très dur, à l'époque de la colonisation, etc. Et Msken, il finit en prison, violé, enfin vraiment toutes les tares que tu peux imaginer des drames sociaux, quoi. Et il va finir par apprendre à lire et à écrire en prison. Et il va sortir de là, et il va être ami avec les plus grands écrivains du monde. Absolument. Les Tennessee Williams, les Paul Bowles, les Jean Genet, etc. L'élite littéraire, intellectuelle, voilà. Littéralement. Et il va les côtoyer, il va devenir leur égal avec des livres, peut-être parmi les livres les plus importants de la littérature marocaine. Voilà un exemple encore, tu vois, comme quoi l'obscurité, la lumière, il y a un cheminement, mais c'est toi qui décides de mettre tout ça en marche, quoi. Ouais. Et que c'est possible, c'est-à-dire que tu peux venir d'une famille pauvre, d'une famille riche, d'une famille cultivée, d'une famille inculte. C'est le jour où toi, tu décides de confronter ton destin et de prendre les choses en main et te dire, ok, j'ai ma carte à jouer, j'ai ma sensibilité, j'ai mon truc à faire, quoi. Et ça se passe pas entre toi et les autres. Ça se passe entre toi et toi. Absolument, absolument. Justement parce que tu as parlé de tes débuts au cinéma, les gens, en général le grand public, ignorent que tu as baigné en fait dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel avant même la haine, parce que tu as travaillé sur des vidéoclips, etc. J'ai un parcours incroyable par avec rapport à tout cela. Georges Hanouna. Georges Hanouna, ouais, qui était un grand producteur de clips vidéo. Alors il faut remettre les choses dans le contexte. Ouais. À l'époque, les clips vidéo, c'était comme des mini-tournages de films. Il y avait de la pellicule. Pellicule, Bien caméra, lumière, Ouais. chef opérateur, costumier, maquilleur, enfin, si tu reproduisais un petit tournage. Donc c'était quelque chose de très important, avec un vrai metteur en scène, avec un vrai storyboard, avec un vrai découpage, Ouais. etc. Et donc je me retrouve là-dedans à faire les sandwichs pour les vedettes. Régisseur. Régisseur. Ouais, voilà. Les cafés, les sandwichs, je porte le peignoir ou Dekchi. Ouais. Et de là, j'ai la chance de côtoyer le plateau et je me sentais tellement bien. Et ça a été mes débuts d'expérience sur le terrain. Et effectivement, j'ai eu une longue période comme ça où j'ai travaillé là-dedans. En fait, je me suis aperçu que quand j'étais sur le plateau, je regardais plus ma montre. Et tu sais, quand Ça tu y fais est. quelque chose et que tu commences à travailler dans un métier où tu regardes plus ta montre, c'est tu qu'il calcules se rien. passe quelque chose. Donc ça veut dire que t'es un poisson dans l'eau. Ouais, Voilà, il se passe tout quelque chose, simplement. quoi. Voilà. T'es le poisson dans l'eau, c'est une bonne image, quoi. Ouais. Et je me suis dit, tiens, C'est fait pour moi, ça. il y a quelque chose qui me parle Ouais, très ouais, fort, quoi. ouais. Et après, tu regardes les gens travailler, tu rencontres les gens, et puis tout doucement, t'apprends. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de régie. Et j'ai même joué ensuite de la régie, j'ai joué dans ces clips et j'ai rencontré les metteurs en scène de clips qui allaient devenir des metteurs en scène de films. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai Exactement. démarré un petit peu ma carrière. Curiosité personnelle, franchement, t'as bossé sur un clip de Ophélie Winter? Oui. Ça, je voulais juste À confirmer. l'époque. Ouais. Oui, bien sûr. Dieu mais m'a pas donné mais tout le la monde, hein. foi. Il y avait ça allait de Johnny Hallyday, en passant par Pierre Bachelet, enfin tous les gens, toutes les vedettes françaises de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Parce que c'était une grosse boîte de prod et moi ça me permet aussi de côtoyer tous ces gens que je voyais à la télévision. C'était marrant. Et donc une spéciale dédicace à Georges qui a été vraiment important pour moi à un moment donné de ma vie, quoi. Absolument. Quelqu'un que j'ai encore en contact, à qui je parle encore, qui est encore un ami intime et on se parle Il a régulièrement. changé ta vie, lui. Il change pas ta vie, il te donne, tu sais, c'est comme le train. C'est l'opportunité dont on a parlé tu sais, tout à l'heure. quand tu tires le truc, là, Tu pour que dérailles le le train, il part Ouais, dans une ouais, autre direction. ouais, c'est c'est ça. plus ça. C'est ça, ouais. Mais le train, il faut que quand même tu le construises toi. Il faut pas et le rater. Voilà, il faut pas le rater. Il faut mettre le charbon dans la locomotive. Cette locomotive qui va tirer des wagons, C'est etc., ça. etc. C'est quoi. ça. C'est ça. Tu as parlé justement donc, de ton expérience. Quand tu as bossé sur des productions françaises, européennes, américaines, marocaines, c'est quoi la différence entre ces trois industries, selon toi? Ah, l'envergure cinématographique, le nombre pour qui on fabrique les films. Les cinémas hollywoodiens, ils font, je sais pas moi, 250 à 350 films par an. C'est une industrie.
comme l'industrie de l'automobile. C'est ça en fait. Donc en fait, c'est un business monstrueux. Donc La machine, elle c'est une tourne, machine, ouais, il y a des studios, il y a des millions. Quoi qu'il arrive, il y aura 300 films par an, tant de séries par an. Donc ça s'adresse à un public très très large, au monde entier en fait. C'est pas que aux États-Unis, en fait, toutes les séries, les films américains, ils partent sur la planète entière. Ensuite, ouais, c'est ça, c'est pour qui on fabrique les films. Le cinéma français, il y a des films de grande comédie, très populaires, et des films historiques aussi importants maintenant. Mais à la base, c'était un cinéma un peu plus d'auteur, un peu plus articulé, un peu plus art et d'essai. C'est ça. Tu vois, en fonction des... Tu vois, mais il y a des périodes, hein, quand tu regardes le cinéma italien, néoréalisme des années 40, 50, 60, 70, c'est des films très très populaires. Qui s'adresse à un cinéma, tu vois, vraiment de gens populaires, vraiment le peuple même, tu vois, les histoires des gens qui se débrouillent pour s'en sortir dans la vie. Je sais que tu adores Toto. Oh, c'est pas que j'adore. Et Peter Sellers. On a un point commun, c'est parce que j'adore ces deux acteurs. Non, mais Toto, c'est vraiment quand tu te penches sur son travail, sa capacité d'improviser, son talent pur, c'est-à-dire quand il arrive devant l'image, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il dégage. Ouais, un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Et en fait, pourquoi Peter Sellers? Parce que je pense que Peter Sellers lui a appris pas mal de choses. Ils se ressemblent un peu physiquement, mais dans l'approche, comment ils abordent les rôles, je trouve qu'il y a quelque chose de très très similaire. Voilà. Et comment il peut donner l'impression d'être un ringard, etc., alors qu'il ne l'est pas du tout. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez Peter Sellers et chez Toto. La débrouillardise, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait. Comme avec rien, tu fais quelque chose. De l'impro. C'est déjà pour moi raconter une histoire. Quand quelqu'un qui est capable d'avec rien t'inventer un truc, machin, et t'embrouiller, et te raconter des trucs, c'est extraordinaire, quoi. Il t'emmène à droite, à gauche. Tu fais, mais c'est quoi ce truc? C'est une tornade, quoi. T'as parlé des séries. Est-ce que les séries aussi jouent un rôle dans la carrière d'un acteur international comme tu l'es? Bien sûr, pas qu'un acteur international. T'as des grands acteurs qui ont fait que des séries, hein, tu sais. Ça reste une caméra, ça reste un plateau, ça reste... Il faut jouer, quoi. Après, le rythme est différent, c'est un petit peu moins prestigieux que les films, mais maintenant, il y a des séries qui sont au même niveau que les films, quoi, qui ont autant de succès, même plus. Donc, avant, il y avait une frontière. Les grands acteurs de cinéma allaient à la télé vers la fin de leur carrière. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Je crois que même les systèmes de production ont énormément changé depuis les 15 dernières années, depuis l'avènement des plateformes. J'allais revenir sur ça, tu en penses quoi? Donc ça a changé un peu la donne Mais il faut s'adapter, ça évolue. Tu sais, tout évolue. Donc si tu t'adaptes pas, tu restes derrière, quoi. C'est ça. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est comme Internet. Au début, personne ne savait utiliser Internet. Aujourd'hui, tout le monde... Là, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Ça va être un bouleversement majeur. Préparez-vous, il y a plein de gens qui vont perdre leur travail. Mais ceux qui vont perdre leur travail, ça va créer aussi d'autres travails. Et on a un peu peur de l'intelligence artificielle, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, etc. Mais dans 20 ans, tout le monde saura comment ça fonctionne aussi. Mais comme tu l'as dit, il faut s'adapter, il faut se mettre à jour. Je crois que c'est très important. Même pour aller plus loin, je pense que la plus grande forme d'intelligence, c'est l'adaptation. Absolument. Il faut être une sorte de caméléon. Et c'est ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en même temps, il nous reste encore quelques minutes. Tu prépares des petites choses au niveau national marocain? Alors, j'ai un projet, mais je peux pas trop en parler, mais je peux un peu divulguer. Et j'ai envie de faire quelque chose sur l'histoire du Maroc, en fait. Parce que je me suis aperçu, à travers un ami, M. Kabbaj, avec qui je discute très souvent, et lui, il connaît particulièrement bien l'histoire. Et à chaque fois, c'est fascinant quand on a nos conversations. Alors, on est vraiment au stade embryonnaire, c'est le début. Sur un projet d'être comme ça, un espèce de conteur de l'histoire du Maroc et avec une ambition de passer la frontière, avec une dimension un peu aussi nationale géographique. C'est ça. D'aller sur les lieux mêmes où ça s'est passé et de raconter qui a créé Marrakech, comment s'est créé Marrakech, pourquoi s'est créé Marrakech, pourquoi Taroudan était aussi la capitale du Maroc à l'époque, qui étaient les tribus de Taroudan, qui a fondé Fès, qui a fondé les premières universités, enfin toutes ces choses qui sont le patrimoine de notre culture et qui vont un peu changer du thé, du couscous, du soleil. Wikipédia bien approfondi, bien détaillé. Voilà, je pense qu'il y a de la place pour ça. Et ça va être très informel, tu vois, il y a une dimension culture, ludique, pas rébarbative comme à l'école où tu dois apprendre par cœur, etc. Et je pense que ça peut être très très intéressant parce que le Maroc, c'est un carrefour incroyable et que ça a une histoire exceptionnelle que peu de gens soupçonnent. Tu vois, quand tu penses à un personnage. Et ça mérite de s'arrêter là-dessus. Ouais, quand tu penses à un personnage comme Ibn Battuta, par exemple, c'est juste incroyable, mais vrai. Et c'est dingue qu'on n'ait pas encore fait une vraie grande série sur Ibn Battuta.
J'ai travaillé là-dessus aussi, j'ai pas réussi à le mener à bout, mais on relance ça tout doucement. On va voir, on va essayer de dealer avec la réalité et d'appuyer sur les bons boutons. Mais ouais, ça me tient à cœur ce projet au Maroc et de m'investir dessus, même de coproduire parce que je veux laisser quelque chose et puis surtout, tu sais, quand tu me disais, quand tu parles à tes amis américains, etc., le Maroc, le festival, je crois que la meilleure façon, c'est aussi de leur raconter notre histoire. C'est ça. Et de leur montrer à quel point le Maroc a été clé, essentiel, entre le pont entre l'Orient, l'Occident, On n'est pas né de la dernière pluie, tout simplement. Voilà. Non, mais ça a été un carrefour, hein. C'est un pays de carrefour incroyable. C'est ça. Donc de là, c'est passé beaucoup de choses. Surtout avec l'Andalousie. C'est une période extraordinaire de l'humanité, peut-être la période la plus lumineuse de l'humanité, non? Au moment où toutes les religions, toutes les bonnes énergies travaillaient ensemble, quoi. Bon, en tout cas, merci pour le petit scoop, hein. Il nous reste encore quelques secondes. Juste une petite anecdote pour finir en mode détente. Est-ce que c'est vrai que, étant jeune, tu voulais regarder Rocky 3, tu te retrouves dans une salle où était projeté Tootsie de Dustin Hoffman? C'est vrai, c'est vrai. On était pauvres à l'époque, très pauvres, et on voulait aller au cinéma. Et donc on n'avait pas d'argent. Donc on avait trouvé une façon de, tu vois, un cintre, les cintres, on l'ouvrait comme ça, et puis ça faisait comme un crochet, non, à la fin. Et donc on crochetait la porte et on rentrait tout doucement dans le cinéma pour aller voir le film Rocky. Et on s'est trompé de salle. Et on est tombé sur Tootsie, avec Dustin Hoffman qui joue une femme. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune. Pas cinéma, toi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu voulais Rocky pour la boxe. Ah ouais, on avait, mais c'est trompé de salle. Donc on est resté un petit peu déchets. Et quand on a compris qu'on s'était trompé de salle, on est reparti en rampant devant tout le monde pour essayer de trouver la salle de Rocky. Et en même temps, ça allait être mes deux passions, quoi, la boxe et le cinéma, avec des performances extraordinaires. T'as joué avec Dustin Hoffman? Oui, j'ai eu la chance. Tu lui as raconté l'anecdote ou pas? Je lui ai raconté l'anecdote. Bien sûr que je lui ai raconté. On a fait un film qui s'appelle I Love Huckabees de David Hoffman. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et il y avait un casting incroyable, d'ailleurs, Mark Wahlberg, pas Liam Neeson, comment il s'appelle, cet acteur anglais? J'ai oublié son nom. Mais en Jude Law. Jude Law, ouais, voilà. Parce que moi j'ai toujours préféré le jus de raisin que le Jude Law. Elle est pas mal, la petite vanne, j'adore. Mais oui, Dustin Hoffman, c'est un monstre et j'ai eu la chance de le rencontrer et de travailler avec lui. Merci encore, Saïd Taghmaoui. On aurait vraiment passé une heure et avec vraiment beaucoup de bonheur avec toi. Je te remercie de nous avoir consacré ces quelques minutes et je te laisse quand même un petit mot de fin et un petit message à tous les Marocains. La caméra, elle est devant toi, tu leur dis quoi? Tallah ouliya fil walida. Il n'y a pas de famille parfaite, mais la famille, ça reste la famille. Prenez soin de vous et bonne continuation, Inch'Allah. Merci Saïd Taghmaoui d'avoir accepté notre invitation. Et mes amis, vous l'avez compris, hein, donc c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain avec d'autres invités. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent et à très vite.